by your courage and conviction. Bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Bien plus qu'une controverse médiatique, au-delà d'une querelle d'intellectuels, le débat sur le thème islamophobie demeure toujours présent, principalement dans l'Hexagone. Pour la communauté musulmane, cette notion désigne une hostilité grandissante envers les musulmans. Ce mot de 12 lettres divise la recherche, effraie la classe politique et désempare les citoyens. Racisme, préjugés, discrimination, les musulmans sont-ils victimes de leurs croyances et pratiques ? Islamophobie, est-ce une fabrication made in France d'un dit problème musulman ? Tout de suite, décryptage. Bonsoir et bienvenue à tous dans Décryptage. À la table de décryptage ce soir, Salah Ben Qoubi, vous êtes membre fondateur de l'UGMA, ancien diplomate. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. À la table de décryptage également, ce soir, professeur Mohamed Lakhdar Mougal, vous êtes penseur, écrivain, sociologue et professeur d'université. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, mais je ne suis pas sûr d'être penseur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rejoindra en cours de l'émission, donc Ghaleb Benchir, président de la Fondation Islam de France, également Olivier Lecourt Grand Maison, qui est chercheur universitaire français en sciences politiques et philosophie politique. Nous allons aborder donc ce thème dont je viens de parler. L'islam est la deuxième religion en France. 6% de la population totale est musulmane, soit 4,1 millions de musulmans en France. Monsieur Mougal, je commence avec vous. Le terme islamophobie fait débat au sein de certains milieux d'élite, notamment en Europe, et est considéré comme certains comme un néologisme. D'où vient ce terme aujourd'hui si chargé idéologiquement et politiquement, M. Mougal? D'abord, linguistiquement, c'est un composé de deux termes qui me paraissent antagoniques. Islam, qui veut dire en arabe la paix, et la phobie, c'est la haine. Et concilier la paix et la haine, c'est un contresens. Ce terme, c'est un terme récent. C'est un terme qui est entré dans le langage politique. Ensuite, il a glissé du langage politique vers le langage idéologique. Je rentrerai dans les détails plus tard. Alors, l'islamophobie, il faut dire, et je commencerai par ça, j'ai eu l'occasion d'en parler une fois, est venue comme courant idéologico-politique après tout un courant qui s'est développé en Europe d'islamophilie, c'est-à-dire des gens qui aiment l'islam, qui disent beaucoup de bien de l'islam. J'ai des tas de noms à citer et des grands spécialistes qui ont étudié l'islam. C'est en quelque sorte un débat qui est inversé. Alors que les écrivains qui sont les penseurs, les poètes, les artistes, les philosophes ont eu une production respectable sur l'islamophilie. On pensera au texte de Victor Hugo, on pensera au texte de Lamartine sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, on pensera au voyage en Orient de Gérard de Nerval. Et ce legs que nous ont transmis, puisque vous avez parlé de l'Europe et de la France en tant que pays européen, on va focaliser l'attention sur cette production européenne. La caractéristique qui me semble être intéressante à souligner, c'est que l'islamophobie est née dans le prolongement de la guerre idéologique menée par le colonialisme contre les anciennes colonies qui se sont révoltées et qui ont voulu se libérer. C'est en fait une réponse au processus de libération, processus d'autonomisation, qui dans certains cas, comme le cas de l'Algérie et pas seulement, cette entreprise de décolonisation a été enveloppée idéologiquement par l'islam, ou si vous voulez, par l'idéologie islamique plutôt que par l'islam lui-même. Et nous avons avec nous justement à ce propos Olivier Lecourt Grand Maison, chercheur universitaire français en sciences politiques et philosophie politique, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet en question. Bonsoir Monsieur Lecourt Grand Maison. Vous établissez dans vos travaux l'origine coloniale de l'islamophobie. Pouvez-vous nous en parler principalement en France? Alors, en ce qui concerne l'islamophobie, rappeler effectivement qu'elle va se développer de façon significative
D'une part parce que c'est une islamophobie élitaire, dont l'un des principaux artisans est un professeur de Collège de France célébrissime dans l'Hexagone, puisqu'il s'agit d'Ernest Renan, qui va à la fois écrire de nombreux textes et prononcer des conférences très célèbres, qui dresse un portrait pour le moins singulier de l'islam, présenté comme une religion de guerre, réputée être par essence hostile à la paix, hostile au progrès des sciences et des techniques, hostile au progrès de la raison, et ce faisant, la conséquence c'est pour les musulmans qu'ils sont pensés comme parfaitement inassimilables par la République. Ce qui fonde, au-delà de la dangerosité de l'islam, ce qui fonde aussi évidemment la dangerosité de ceux qui sont pensés comme des musulmans. Et cette islamophobie élitaire va avoir des conséquences extrêmement importantes sur de très nombreuses disciplines des sciences humaines, sur les responsables politiques et administratifs français, et contribuer donc à légitimer une politique coloniale islamophobe et dénoncée comme telle, faut-il le rappeler, par celui qui a été l'ancien gouverneur général de l'Afrique occidentale. Oui, monsieur Lecourt, Grand Maison. Donc, n'est autre que Maurice. Oui, à ce propos, monsieur Benroubi, au regard donc des racines coloniales, comme nous venons de le dire, de l'islamophobie portée par l'élite occidentale, pouvez-vous nous parler de la vraie nature de l'islam, monsieur Benroubi, qui est souvent considérée comme une religion péjorativement, je dirais de manière péjorative, une religion de haine ou de guerre? C'est l'entité même de la nature de l'islam qui est venue comme un message pour l'ensemble de l'humanité, pour leur inculquer, pour les initier au véritable message du prophète, à savoir l'ouverture sur l'autre. Et je crois que si actuellement on sent qu'il y a une volonté de ternir ce qui est le véritable islam, il n'en reste pas moins que beaucoup d'Européens, beaucoup de catholiques, beaucoup de non-musulmans reconnaissent les bienfaits de l'islam, même s'ils ne l'adoptent pas. Tout à fait. Et j'ai eu le plaisir d'approcher ce problème de très près, parce que, en fait, même les Européens qui étaient en Algérie, au pire moment de la lutte de libération pour eux, il y avait toujours ceux qui avaient préservé leur estimation du véritable islam et qui n'ont pas hésité à l'aider dans sa nature de libératrice du peuple algérien. Et justement, en parlant d'action, quelles sont les actions déjà entreprises par l'État algérien pour protéger, on va dire ça comme ça, sa diaspora en France, pour justement donner l'image authentique d'une religion de tolérance, de progrès et de science, M. Benroubi? Mais les gens sont là-bas. L'islam est perçu à travers le quotidien des milieux musulmans. Ceux qui sont en France, même s'ils ne sont pas adoptés par les Français, n'ont jamais prôné le refus ou le rejet total de l'islam, de la religion, de la chrétienté. Parce que l'islam est venu comme dernier message divin adressé à l'humanité entière. Et je vous assure que même l'approche pour la connaissance du milieu européen, qui vivait au pire moment de la colonisation, quand on arrive à aller au fond des choses, s'aperçoivent qu'il n'y avait pas que des fanatiques anti-musulmans, mais qu'il y avait aussi des gens qui appréciaient l'islam à sa juste valeur. Et justement, on retrouve en direct avec nous via l'application Skype Ghaleb Benchir. Vous êtes président de la Fondation Islam de France. Monsieur Benchir, quelle est l'action de votre côté des organisations musulmanes de France pour la promotion de l'image d'un islam éclairé, notamment au vu de la loi décriée, dite la loi sur le séparatisme? Bonsoir, merci pour l'invitation, cher Nabila.
pardonnez-moi, je ne pinaille pas sur le vocabulaire, l'appellation exacte de la loi, c'est la loi confortant les principes de la République ou les principes républicains. Mais nous ne sommes pas dupes. En effet, c'est une loi contre le séparatisme. Il incombe aux organisations musulmanes d'œuvrer inlassablement pour donner une image conforme à la grande civilisation impériale de la tradition religieuse islamique, ou du moins sous-tendue par la tradition religieuse islamique, c'est-à-dire une civilisation qui a produit, on l'oublie, un humanisme d'expression arabe en contexte islamique, un humanisme oblitéré, occulté, effacé des mémoires, insoupçonné même, et donc cette notion d'humanité, les humanités, les belles lettres, les beaux-arts, l'inclination pour les valeurs esthétiques, tout cela conjugué aux valeurs, cette fois-ci, de la tradition islamique, et qui se trouve être aussi la tradition de la grande famille abrahamique, qui est une tradition d'amour, de bonté, de miséricorde, d'accueil, de générosité. Tout ce que je viens de dire doit être mis en avant, enseigné. Il incombe aussi aux imams de le faire savoir du haut de leur chair dans les mosquées, notamment lors de la prière du vendredi. Oui. Et puis, indépendamment de cela, tous les aspects éducatifs, culturels doivent être imprégnés et empreints de cette civilisation qui, nous devons l'avouer maintenant, paraît, le mot est peut-être fort dans ma bouche, dégénérée et pervertie par des actions violentes, par une compréhension étriquée. Monsieur Lecourt, Grand Maison, vous voulez peut-être réagir, vous avez quelque chose à rajouter peut-être par rapport à cette loi? Monsieur Lecourt, Grand Maison, vous êtes avec nous? J'ajouterais que par ailleurs, la loi qui à l'origine s'appelait la loi contre le séparatisme témoigne également de mon point de vue de ce qu'il est convenu d'appeler une islamophobie d'État, puisque on a constaté que cette loi a d'abord et avant tout servi à légitimer la dissolution du CCIF d'une part et d'une autre association luttant contre l'islamophobie, le CRI, et que cela révèle quelles sont les intentions du législateur et plus exactement les intentions du gouvernement en ce qui concerne cette loi qui, encore une fois, frappe des musulmans ou supposés tels qui se sont organisés pour lutter contre les discriminations qu'ils constataient et qu'ils subissaient en France. Oui, Monsieur Lecourt, Grand Maison, en Europe, vous vivez actuellement une période de montée du discours xénophobe et d'islamophobie. Cela se vérifie par les deux candidatures d'extrême droite. Quelle est votre analyse sur cette conjoncture inquiétante, Monsieur Lecourt, Grand Maison? Je m'en tiendrai pour le moment à la situation française, qui est effectivement caractérisée par, là aussi et là encore, faut-il le rappeler, par la montée et la diffusion d'une islamophobie élitaire. J'entends par là assumée par un certain nombre de responsables politiques, par de très nombreux journalistes, par des intellectuels. Et il me semble qu'en quelques années, nous sommes passés d'une situation où certains, comme Elisabeth Badinter par exemple, et Henri Peña-Ruiz, s'interrogeaient sur la question de savoir si l'on avait le droit d'être islamophobe, à une situation où désormais il est convenu de l'être, dans la mesure où l'islamophobie, c'est vrai pour les candidats de l'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen, mais c'est également vrai en partie pour un certain nombre de responsables de cette organisation des Républicains. L'islamophobie étant devenue, au fond, ce qui témoigne d'une défense rigoureuse, pour ne pas dire sourcilleuse de la République, de ses principes, de son unité politique et territoriale, et l'islamophobie étant également présentée comme ce qui témoigne de la volonté de préserver les femmes et plus exactement de combattre les inégalités hommes-femmes.
Merci beaucoup. Monsieur Benchir, de votre côté, que proposez-vous pour lutter contre l'islamophobie qui devient, disons-le, un phénomène inquiétant avec la participation officielle, je viens de le dire, de 2 candidats d'extrême droite et au discours ouvertement raciste? Je citerai simplement hier le polémiste Éric Zemmour, si vous avez suivi ça, qui appelle les musulmans à renoncer à la pratique de l'islam, carrément. Ceci est inacceptable. Je n'ai pas pour coutume de réagir sur la colère, parce que la colère est toujours mauvaise conseillère, tout comme la peur d'ailleurs. Et je dis clairement que nous en avons assez de ces injonctions. Donc cela est inacceptable, j'y reviendrai. Maintenant, avec la froideur d'esprit, il y a certes un sentiment anti-musulman, des actes contre les musulmans. Alors je n'utilise pas encore le mot islamophobie parce qu'il est aussi au centre de débat. Le mot a fait son apparition au début des années 10 du siècle écoulé. Nous le trouvons dans la biographie consacrée au prophète de l'islam, coécrite en quelque sorte par Mohammed ben Brahim et Étienne Diné. L'ouvrage a été publié en 1918. Donc le mot existe. En anglais, il existe dès 1923. Il se trouve que le mot est au centre de débat à partir des années 90, parce que Salman Rushdie a dit que les islamistes ont créé un mot pour que les aveugles restent aveugles, et on nous parle d'islamophobie pour qu'on ne critique pas l'islamisme, et notamment l'islamisme radical. Mais indépendamment de ça, la haine, la détestation, l'hostilité affichée et puis les actes, oui, et surtout les mots perpétrés par tel ou tel polémiste, tel ou tel candidat, créent un sentiment d'insécurité, oui, aussi pour la frange islamique de la nation française, et on se retrouve pris en tenaille, la fameuse tenaille identitaire. D'un côté, le triomphe idéologique de l'extrême droite sur ce qu'ils appellent une insécurité culturelle et identitaire, comme quoi on va remplacer je ne sais trop qui, la fameuse théorie fumeuse du grand remplacement, et de l'autre, il y a aussi une réaction de la part de ce que nous appelons les salafistes, qui considèrent la donne religieuse islamique comme celle qui épuise la totalité de l'identité du citoyen musulman. Et là, on se retrouve vraiment dans une situation de pré-conflit, voire de conflit, et nous ne voulons pas ni de la barbarie barbue à bas bruit, ni de la guerre civile, et c'est pour ça qu'il faut garder la tête froide. Il faut aussi œuvrer inlassablement pour contrecarrer, dirimer les thèses fascistes de ce candidat à l'élection présidentielle. Et figurez-vous qu'il ose se présenter à la magistrature suprême. Et de l'autre côté, nous devons aussi rester vigilants contre toute compréhension qui avilit les préceptes nobles de la tradition religieuse islamique, et notamment ses valeurs de bonté et de miséricorde. Merci beaucoup. Professeur Mogane, ne pensez-vous pas, justement, en entendant tout ça, que le discours islamophobe s'est clairement et ouvertement démocratisé dans l'Hexagone? Démocratiser est un mot qui me choque un peu, parce que j'ai une opinion très forte et très haute de la démocratie. Ce n'est pas un discours démocratique ni un processus de démocratisation. C'est un processus de fracturation de la société française. Les problèmes franco-français ont été exprimés par mes collègues, et je les en remercie. À l'occasion, je leur souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Sont assez éloquents. On voit bien que le volcan islamophobe n'est pas dans les pays musulmans. Il est en Europe. Et s'il est un volcan qui est en super activité aujourd'hui, il se trouve en France. Pourquoi? Parce que il y a une campagne électorale qui a démarré il y a un peu moins de 5 mois, qui s'aiguise de plus en plus. Il y a des enjeux et il y a une indétermination sur le rapport des forces. C'est pour ça qu'il y a
un excès de démagogie dans tous les côtés. Ce qui m'a un peu interpellé dans le discours de M. Grandmaison, que je salue au passage, j'ai raté son passage à Alger il y a 2 ans ou 3 ans, c'est quand il parle d'islamophobie élitaire. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Pourquoi? Parce que j'ai une opinion positive de l'élite. Oui. Et j'ai toujours distingué dans mes travaux sur les élites la distinction entre l'élite, par sa fonction dynamique, d'ouvrir les sociétés, de travailler à élargir les fondements de l'humanisme dans les sociétés, et le pendant des élites, c'est-à-dire les gestionnaires des sociétés qui sont des encadrements. Le discours islamophobe, y compris en France, n'est pas un discours d'élite, c'est un discours d'encadrement. La preuve, M. Grandmaison en parle comme le témoignage de l'action institutionnelle. Ça est au niveau de l'État lui-même que les choses se prononcent. Jusque-là, il y avait de la retenue. Et on se rappellera tous, nous avons eu l'occasion d'en discuter un jour, si vous vous souvenez, à l'occasion de la malheureuse sortie de Chirac sur les odeurs dans les quartiers populaires. Oui. Je ne crois pas que Chirac soit animé d'islamophobie, pas du tout. Chirac, pour les gens qui connaissent la société française, qui connaissent l'histoire de la France et les rapports de l'Algérie avec la France... C'était maladroit? C'est pas un problème. Je pense que c'est un... Il a réagi un peu de manière instinctive. Mais Chirac est un homme auquel il faut reconnaître un certain nombre de qualités. Il fait partie du courant pro-arabe qui a soutenu la politique gaullienne pro-arabe et très proche des Arabes. Il faut se rappeler qu'il était l'ami intime de Saddam Hussein, de Kadhafi, de Hafez al-Assad, etc. Et qu'il a été reçu en grande pompe à Alger. Vous êtes d'accord avec cette théorie, M. Benrabi? Vous semblez réticent, j'ai l'impression. J'ai fait une réserve à la référence de Kadhafi, parce que j'étais là-bas pendant longtemps. Mais enfin, ce qu'il dit est vrai, il reflète effectivement. Et il n'est pas le propre du seul de l'intéressé, celui dont on parle, le chef de l'ancien. Chirac. Parce que nous avons approché très près la société française, et surtout en Algérie, à travers les colons et autres. La généralisation aboutit toujours à des erreurs, parfois très grandes, et la réalité n'est respectée que par ceux qui se respectent eux-mêmes. Parce qu'effectivement, l'appréhension des réalités islamiques au niveau de l'Occident a été totalement pervertie pour atteindre des objectifs qui n'étaient pas du tout religieux. Et si vous me permettez, je voudrais rappeler une chose. Je ne vais pas la rappeler à M. Grandmaison, qui est un historien, politologue, ni à Ghaleb Benchir, que je salue au passage. Mais l'islamophobie a connu son caractère le plus flagrant et le déferlement idéologico-politique après la publication du conflit des civilisations de Huntington. Oui. Ce sont les Américains qui ont mis en chantier cette histoire-là. Les Européens les ont suivis. Et la France a été probablement celle qui a tenté de résister. Mais comme la société européenne est une société qu'il faut appeler démocratique, parce qu'il y a des alternances de pouvoir dans les structures de l'État, nous avons des moments où l'islamophobie est en pointe, et nous avons des moments où l'islamophobie disparaît totalement. Donc vous ne pensez pas que ça date quand même de la période coloniale? La période coloniale a joué surtout sur le problème ethnique. Oui. L'islamophobie n'est pas une affaire ethnique. L'islam n'est pas une ethnie. Le code de l'indigénat également? Le code de l'indigénat est ethnique, c'est différent. Voilà les différences et je vous remercie de le souligner. Le code de l'indigénat pointe l'ethnie indigène. Moi j'ai été comme un Salah, nous avions été élèves de l'école indigène, on n'était pas à l'école communale. Oui. On était dans une école indigène. Et donc on était traités d'indigènes. Ça c'est le code colonial. Mais le colonialisme
pour des raisons multiples, géopolitiques. Je pense qu'Ammi Saleh, qui est un diplomate, connaît beaucoup mieux la question que moi. Les Occidentaux ont plus ménagé l'islam qu'ils n'ont ménagé l'arabité. Parce que les mouvements nationalistes se sont développés chez les Arabes avant de s'étendre à la sphère musulmane. Donc on peut parler aujourd'hui d'arabophobie plutôt que d'islamophobie? Tout à fait. C'est tout à fait vrai, vous avez raison. L'arabophobie a commencé d'abord par l'affaire de Suez, quand les Français se sont coalisés avec les Israéliens et les Britanniques pour attaquer pour l'affaire de Suez. Ça a démarré à ce moment-là. Et c'était les régimes arabes qui étaient en train de naître, les républiques arabes qui étaient en train de naître, qui étaient la cible principale. C'était en 1956, en pleine guerre de libération nationale. Oui. C'était dans les années 50. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet arabe national et patriotique. Oui. C'était ça qui pose problème à l'impérialisme et au colonialisme, non pas à l'ethnie. Il y a des musulmans en Europe. Il y a une bonne part de musulmans qui se trouvent en Europe, en Yougoslavie. Moi, j'ai visité, j'ai traversé pratiquement la Bosnie-Herzégovine en nord, large. On traverse, ce sont des musulmans. Ne sont-ils pas en danger, justement, professeur Nogal? Je ne crois pas. Absolument. On n'a pas cessé de chercher les problèmes posés à la société occidentale à travers l'autre. Ça n'est jamais intériorisé à travers une critique de soi. C'est l'autre qui est toujours coupable. Et bien sûr, l'arabe pour eux, le musulman, est le type même de l'altérité et qui va directement dans le sens de leur critique. Autrement, le seul peuple qui est offert aux Juifs l'hospitalité au moment où il était l'objet de tous les massacres, des génocides, c'est bien les musulmans. Nous-mêmes, nous sommes peut-être le seul pays au Maghreb dont les Juifs ne sont pas originaires du pays. Les premiers ont été plus ou moins assimilés et ont rejoint l'islam. Mais l'essentiel des Juifs qui étaient en Algérie au moment de la conquête française, c'était des Juifs que nous avons reçus généreusement et qui étaient chassés de l'Espagne. Et à l'époque, je ne me rappelle pas et je ne pense pas avoir lu un seul geste qui est xénophobe et raciste à l'égard des Juifs qui sont venus Et malgré le fait que dès que le décret Crémieux a été annoncé en faveur des Juifs d'Algérie, ils ont renié tous les bienfaits qu'ils ont récoltés auprès des Algériens musulmans pour rejoindre la France, les Français, le colonialisme dans ses pires manifestations. Si dans vous le même permettez, sillage, oui, bien sûr, juste quelque chose qui m'a interpellé quand vous m'avez proposé de réfléchir et de parler de l'islamophobie. Je constate que c'est la seule religion révélée qui fait l'objet de phobie. On ne parle pas de christianophobie, on ne parle pas d'hébraïophobie, on parle de judéophobie. Mais là, c'est un problème ethnique, ce n'est pas un problème religieux. Et quand on parle et on ne parle jamais de christianophobie. Pourquoi il y a une spécialité qui s'ouvre sur précisément le cas de l'islam? C'est une question. Mais on parle d'antisémitisme, si vous êtes d'accord avec moi. On parle d'antisémitisme, si vous êtes d'accord avec moi. L'antisémitisme ne nous concerne pas simplement. Il ne concerne pas seulement les musulmans. L'antisémitisme concerne les chrétiens et les juifs, puisque ce sont des religions sémitiques. Ça tombe sous le sens. On va justement en parler avec M. Benchir au fil des années, si vous êtes toujours avec nous, j'espère. Au fil des années, donc la question est toute, en tout cas relancée à chaque nouvelle polémique. M. Benchir, certains vont même jusqu'à revendiquer un droit à l'islamophobie. Avons-nous le droit d'être islamophobe, or que Macron a fait passer une loi qui amalgame anti-sionisme et antisémitisme. Ces deux poids, deux mesures, clairement. Quelle est votre lecture à vous, M. Benchir? Pardonnez-moi, cher Nabila, je suis fatigué aussi de ces choses-là. Le droit à l'islamophobie n'est pas acceptable. Encore une fois, il faut avoir suffisamment de poids, d'intelligence, de réaction pour expliquer ce que nous avons essayé de faire
en distinguant l'islamophobie qui étymologiquement est la peur de l'islam et la misislamie, comme on aurait dit misogyne ou misanthrope, ou, qui est la haine affichée comme telle. Le second cas, ça fait tomber sous la loi. On est dans un état de droit et quiconque ose atteindre quelqu'un dans son intégrité physique et morale en raison de son appartenance confessionnelle tombe sous le coup de la loi. En revanche, ce qui relève de la critique des traditions religieuses, c'est aussi garanti. Mais malheureusement, certains se cachent et se drapent derrière cette possibilité de pouvoir critiquer telle ou telle théologie ou telle pensée religieuse pour distiller leur fiel et leur haine des musulmans. Donc aux musulmans de France de s'organiser, d'être unis, de laisser place à la fois à la compétence, à la probité, à l'intelligence pour réagir et aussi agir politiquement. Parce que exister, c'est exister politiquement. Si la fameuse loi dont vous parlez a pu passer, c'est parce qu'il y a eu une majorité au Parlement qui a réussi à la faire passer. Pour l'instant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'au Parlement, il y ait des bases confessionnelles pour voter telle ou telle loi. Je dis simplement que les idées dans un État démocratique ne peuvent être concrétisées en loi que lorsqu'il y a une majorité au Parlement. Et pour pouvoir avoir cette majorité au Parlement, il faut se battre aussi sur le plan politique et civilisationnel. Merci, je reviens à vous, professeur Moghal. L'atmosphère en France est assez inquiétante, on vient de le dire avec M. Benkoubli, certains parlent de guerre civile. Nous avons même enregistré un retour au créneau d'organisations criminelles telles que l'OAS et d'autres encore sionistes d'extrême droite. Les musulmans et les maghrébins sont-ils la cible principale et y a-t-il une tentation génocidaire dans l'air ? Je n'ai pas suffisamment d'éléments parce que je ne suis pas au plus près ce qui se passe en France. Sinon par les médias. Les médias ne sont qu'une couverture superficielle des réalités, surtout sur des problèmes aussi graves que cela. On ne peut pas généraliser sur l'ensemble d'un pays comme la France qui est nourri de diversité, qui est un pays riche de traditions démocratiques, mais en même temps de traditions religieuses. La France a, comme disait le pape autrefois, c'était la fille aînée de l'Église. Ce qui est toujours vrai, d'ailleurs, à ce jour. Donc, je pense qu'il faut être un peu prudent là-dedans. Il faut être prudent et essayer de comprendre ce qui se passe exactement. La vie politique française, elle a quelque chose de passionnant, c'est que c'est une vie politique active, dans laquelle les opinions s'entrechoquent, mais elles ont le droit, ils ont la capacité d'exister. Et ça fait une société vivante, qui discute. Dans les discussions, ça peut aller à lui et à dia. Donc vous pouvez avoir des points de vue qui sont tout à fait des points de vue respectables, dans les deux camps, c'est-à-dire dans les camps des religieux aussi bien que dans les camps des laïcs. Et vous avez des positionnements qui sont des positions absolument indignes. Tout à l'heure, M. Grand-Maison, je crois, avait parlé d'Ernest Renan. Ernest Renan a été l'auteur du premier texte indigne consacré à l'islam et au prophète Mohammed. Mais Ernest Renan n'était pas la grande pensée, n'était pas le grand penseur du 19e siècle. À côté d'Ernest Renan, vous avez d'autres penseurs qui ont écrit sur des choses absolument magnifiques sur l'islam. Quand je dis islam, je parle de la civilisation musulmane. Je ne parle pas de la religion musulmane. Il faut savoir distinguer les deux choses. Parce que ce que la société européenne connaissait de l'islam, elle ne connaissait que les éléments essentiellement civilisationnels. La littérature, la philosophie, la science, tout ce qui s'est déversé du Proche-Orient sur l'Occident chrétien. Mais le phénomène religieux en lui-même est tardif. Il est très tardif en Europe. Donc on ne peut pas lui attribuer l'importance du phénomène civilisationnel qui est beaucoup plus englobant, qui est beaucoup plus diversifié, qui est beaucoup plus riche et qui appelle à plus de prudence quand il s'agit
d'apprécier les aspects négatifs et les aspects positifs. Monsieur Benroubi, est-ce qu'on peut faire une différence ou comment expliquer l'amalgame entre islam et fondamentalisme? C'est toujours le besoin de dénigrer l'interlocuteur, l'adversaire, que la réalité. Combien de livres ont été écrits par des grands hommes de l'Occident sur l'islam et qui restent inconnus du commun des... Je me rappelle, et c'est surtout s'agissant des gens de l'Église qui représentent non seulement une appartenance, mais également un niveau. Par exemple, très peu de gens connaissent Louis Gardet. Louis Gardet a écrit, est un personnage particulier, c'est une synthèse de ce que peut être l'être humain au XXe siècle. C'est les seules choses qu'on sait sur Louis Gardet, c'est qu'il a commencé à être un militant communiste, marxiste, qui a embrassé la chrétienté et qui n'a écrit pratiquement que sur l'islam. Donc, son approche dans les livres qu'il a écrits, tels que La Cité musulmane, sont véritablement le fruit d'une pensée mûrie et comparative. Maxime Rodinfant aurait peut-être le même profil. Peut-être, mais là, je le connais personnellement. Ah, d'accord. Parce que n'oubliez pas que pendant la Révolution, il y a eu des chrétiens de l'Église à Alger et dans les différentes cités algériennes qui s'étaient offerts à la Révolution algérienne. On se rappelle les 4 prêtres de Sokharas. Ici, à Alger même, Monseigneur Duval. L'abbé Scotto. L'abbé Scotto, je l'ai vu de moi-même, se boxer des soldats français parce qu'ils étaient en train de battre un Algérien au moment de la grève des 8 jours. Et donc, il faut les écouter quand ils parlent. Ça n'est pas de la propagande, c'est une conviction. Et là, pardon. Oui. Non, allez-y, continuez. Continuez votre propos, je vais retourner à Monsieur le Grand-Cour dans un instant. Monsieur le Cour-Grand-Maison, donc on assiste, vous l'avez entendu, donc à l'affichage d'un discours islamophobe assumé. C'est même devenu un argument majeur dans la course à l'Élysée, si vous êtes toujours avec nous. On assiste donc en quelques mois à une évolution très spectaculaire, encore une fois dans la mesure où il me semble en effet qu'une partie substantielle du personnel politique d'extrême droite et des républicains s'est effectivement, si j'ose dire, converti à une islamophobie qui est désormais de plus en plus affichée, assumée, pour ne pas dire débridée. Monsieur le Cour-Grand-Maison, vous voulez peut-être également intervenir. Je n'ai pas donné l'occasion de le faire sur peut-être le danger qui guette les Maghrébins en France, sur cette histoire d'islamophobie, sur cette montée en puissance de l'extrême droite. D'abord, je ne crois pas, il n'y a pas à mes yeux de communauté musulmane ou de communauté maghrébine en France, parce que ceux qui composent ces prétendues communautés sont extrêmement divers d'un point de vue politique. Il n'en reste pas moins, assurément, que ces discours racistes, xénophobes et islamophobes en particulier, font peser évidemment sur celles et ceux qui sont visés des menaces significatives, et il est à craindre que certains et éventuellement certaines commettent des actes violents contre des musulmans ou supposés tels. Il rappelait que les musulmans ou supposés tels, et plus encore les femmes, sont effectivement victimes de discrimination particulièrement importante en France. Cela est attesté par de très nombreuses études. Et plus généralement, celles et ceux qui sont identifiés comme nord-africains ou maghrébins par leur patronyme font également, cela a été montré dans une étude récente, font l'objet de très nombreuses discriminations relativement à l'accès au travail, puisqu'une étude d'un service du ministère du Travail a montré que 37,5% de réponses en moins pour les candidatures de personnes d'origine maghrébine ou pensées comme étant d'origine maghrébine. Et donc, il y a
a d'une part le constat de l'existence de discrimination systémique, d'une part, et d'autre part, effectivement, un climat politique qui ne peut à terme que favoriser le passage à l'acte et donc des violences à l'endroit des musulmans, à l'endroit des populations racisées des quartiers populaires, en effet. Merci beaucoup Olivier. Le cours Grand Maison, je rappelle que vous êtes chercheur universitaire français en sciences politiques et philosophie politique, pardon. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet en question. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. J'en viens à vous, Monsieur Moghal. Donc, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a même qualifié dès 2013, si vous vous rappelez, le terme islamophobie de cheval de Troie des salafistes, je cite. Et Jean-François Copé a développé une rhétorique parlant de racisme anti-blanc. Nous avons même vu des condamnations en justice à ce propos. Or que dans plusieurs discours de haine contre les musulmans ainsi que les violences policières, principalement dans les quartiers populaires en France, la situation et ces actes restent impunis. Ce n'est pas la première fois. Les actes de terrorisme contre la communauté musulmane et contre la communauté algérienne en particulier datent déjà des années 75. L'attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille, on n'est pas prêt de l'oublier. Donc il y a des faits comme ça, mais qui sont liés aux grandes turbulences des campagnes électorales pendant les élections en France. La France est un pays dans lequel les partis politiques et les lobbies sont non seulement actifs, mais activistes. Quand je dis activistes, c'est-à-dire pas seulement actifs dans les discours, ils passent souvent à l'action, non seulement directement par le biais de leurs militants, mais aussi parfois par des opérations coup de force, coup de main, ou ce que appelait Charles Pasqua à l'époque des coups de poing. Des opérations coup de poing. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. C'est ça peut-être qui fait que finalement, dans la société française, il y a un problème réel du rapport aux étrangers. Ce rapport aux étrangers était plus ou moins géré dans les débuts du XXe siècle par le fait que l'émigration qui allait en France était essentiellement une immigration ouvrière, donc qui ne posait pas de problème, qui ne demandait pas à être intégrés à la société française. C'était des gens qui faisaient 6 mois d'usine et ils rentraient chez eux à la maison avec le pactole pour essayer de subvenir aux besoins de la famille. C'est plus tard, à partir des années 70-80, qu'il y a eu une immigration avec la capacité de s'installer. Ça pose un problème. Dès qu'une communauté qui s'installe et qui grandit, qui s'étale, et qui, évidemment, importe avec elle ses habitudes. On a parlé tout à l'heure de ces problèmes de cuisine, on a parlé des gens qui font la prière dans les rues. Ça pose des problèmes à une société. Donc, il y a tous ces comportements qui crispent les attitudes des différentes communautés. Avec ça, ça ouvre le champ d'intervention à différents lobbies. Je crois qu'un des lobbies qui est à l'origine de l'islamophobie, j'avais parlé tout à l'heure du livre d'Huntington, mais ça remonte plus haut. Ça remonte pratiquement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le projet donc du Grand Israël, qui est né aux États-Unis, qui est né en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et qui, dès les débuts de la fin, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été porté essentiellement par un certain nombre de stratèges de la Maison-Blanche, à la tête desquels se trouve un certain Polonais, un Américain d'origine polonaise, qui a élaboré des stratégies de redéploiement de l'Empire américain pour remplacer les anciennes puissances coloniales. De Brzezinski, peut-être. Brzezinski. Donc, le projet est ancien. Et ça montre la réalité du système. C'est-à-dire que nous sommes en présence de la naissance d'un lobby sioniste très puissant. Et ce lobby sioniste a pris son départ dans les États-Unis, dans une politique américaine, pensée et planifiée aux États-Unis, et qui accompagne ou qui ouvre la voie au développement de l'influence américaine à travers le monde. Est-ce que ce lobby n'est pas lié justement à l'OAS ou à celui du Marzen?
il est ancien. Il est plus ancien. Encore plus ancien. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Je parle de la France, hein. Je parle du cas France. Oui. Oui. Mais même en Il Algérie, continue. D'accord. Le lobby continue. Le lobby sioniste en France continue jusqu'à ce jour. Le lobby sioniste a eu des moments, je parle sous le contrôle de Hamid Saleh, il y aurait eu, pendant la guerre d'Algérie, il y aurait eu un moment d'hésitation du Congrès national, du Congrès mondial juif, qui aurait, je parle sous ton contrôle, Hamid Saleh, qui aurait plus ou moins été favorable à l'indépendance de l'Algérie. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, est-il, M. Benrobi? Mais justement, je prépare une. Ah, vous préparez, d'accord. Il va faire la mise au point. C'est pour ça que je lui ai tendu la perche. D'accord. Donc, il y a eu c'est une idéologie qui, pendant la guerre de libération nationale, a visé deux objectifs. Un, faire admettre le fait qu'il y a une puissance financière et politique sioniste qui serait favorable à la guerre d'Algérie. Dans le même temps, la société française organisait le déplacement des communautés juives de la région Sogara Zaroria également vers Israël. Et ça, Albert Camus l'écrit noir sur blanc. Donc il y a des duplicités là-dedans. Donc ce phénomène de l'islamophobie, il est à périodiser. On ne peut pas le généraliser comme ça. Il prend ses caractères dans chaque période historique en fonction des problèmes qui se posent à un moment donné. Il faut le périodiser. Celui du début du siècle n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui qui s'est développé pendant les guerres de libération nationale du mouvement arabe sur l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Syrie, etc., est différent de ce qui s'est passé beaucoup plus tard quand, par exemple, il y a eu le projet initié essentiellement par les Saoudiens, un peu d'accélérer une sorte de communauté musulmane qui prendrait la succession de l'idéologie arabiste. Ils ont créé Oui, Monsieur Benrobi, il y avait donc un projet, une partition en 2 États en 1961. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, Monsieur Mogal, vous pouvez nous en parler? Un projet de. Alors, une partition en 2 États ethniques. Ça n'a pas cessé. Proposé par Ben Gourion à De Gaulle. Hein. Bien sûr, parce qu'il se présente comme les connaisseurs de l'islam et les meilleurs conseillers sur la manière de juguler tout ce qui est musulman. Ils oublient une chose, c'est que leur sauvegarde, leur survie est en très grande partie due à l'islam. Revenez à l'histoire de la présence juive à travers le Maghreb. Elle est antérieure à l'islam. Mais si au Maroc, la communauté juive existe jusqu'à nos jours à travers des autochtones, en Algérie, dès qu'il y a eu l'arrivée de l'islam, la plupart sont convertis à l'islam et on a vu les dernières communautés dans le sud préservées dans leur sécurité, dans leur liberté de pratique et autres. Et pour remercier la générosité et la défense que leur avait procuré l'islam en Algérie, dès que la France avait décrété, avait sorti le décret Crémieux, reconnaissant la nationalité française aux Juifs, ils n'ont pas reculé. Et il y a eu une chose dont on ne parle pas très souvent, c'est les événements de Constantine. Le jour de l'Aïd, on a vu les Français faire appel aux Juifs de la Palestine pour venir diriger les opérations. En 1934 Oui. Non, pendant la Révolution. Ah d'accord. En 1960. Oui, pendant la Révolution. Pendant la Révolution, c'est là que le directeur de l'Institut des frères des Oulémas à Constantine, c'est Houhou, a été tué. C'était pas une attaque qui visait n'importe quoi. C'était sélectif
on recherchait les gens qui prenaient justement la vie en commun à travers toutes les communautés. Oui. Et revenez par exemple, au XXe siècle. J'ai parlé déjà de la présence de chrétiens ici qui ont travaillé avec la révolution algérienne sans en parler ailleurs. Et la plupart de nos responsables, pour s'assurer. On peut citer le professeur Chollet qui était au GPRA. Bien sûr. J'ai eu à jouir. J'étais recherché à partir de la grève des étudiants. D'accord. Hein, et les besoins m'ont obligé de rester à Alger tout en étant recherché. Et je vous assure que la plupart des refuges étaient européens. Et non des moindres. Par exemple, au marché Clausel, c'était des gens de Jacques Sous, le maire d'Alger. Chevalier. Oui. C'était les églises, et particulièrement le cardinal d'Alger. Oui. Et là, ils étaient coincés parce qu'ils parlaient ouvertement avec des gens qui étaient des musulmans. Alors on va parler, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose qui est carrément dans vos cordes. Le ministre des Affaires étrangères avait justement attiré l'attention lors d'une allocution sur la lutte antiterroriste, expérience que l'Algérie exporte à présent à l'étranger, comme vous le savez, sur le terrorisme fondamental islamophobe. Pensez-vous justement, M. Benroubi, que c'est l'une des ferments de la crise diplomatique profonde entre Alger et Paris? Non, pas du tout. Parce qu'il y a une complicité à travers le monde. Tout le monde n'est pas musulman, réellement musulman, et il y a des gens qui ne sont musulmans que pour s'attaquer à l'islam. Je ne vais pas être là. Je vous dis que actuellement, ceux qui parlent de l'islam en le dénaturant sont les pires ennemis de l'islam. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un dans la rue amener les gens à l'islam. Au contraire, je vous dis, regardez par exemple une des églises les plus ancienne en Algérie. Oui. C'est dans le désert de Douagar, à la Sécrène. L'église est là-bas. Les prêtres, ils viennent dans l'anonymat, et jamais on a eu de problème avec... pourtant, on présente les gens du Sud comme... et effectivement, ils ont été empêchés d'avoir une culture. Mais le respect d'autrui, surtout du religieux, qu'il soit chrétien ou juif, est sacré chez l'islam. Alors, pour conclure ce débat, j'aimerais avoir votre avis, M. Benroubi, sur comment lutter contre l'industrie de l'islamophobie très rapidement, s'il vous plaît. C'est d'abord d'avoir des gens outillés pour parler de l'islam, parce que ce n'est pas n'importe qui peut en parler. Je vous assure qu'on a un des conseillers du pape, après l'indépendance, on l'avait invité ici à Bab el-Oued, oui, dans une église qui se trouve à l'intérieur de... Notre-Dame de Paris? Non, non, à côté de Notre-Dame d'Afrique, pardon. Non, pas à l'Afrique. Ah, d'accord. Non, le Bab el-Oued, le grand bâtiment qui est juste devant le cimetière. On avait invité de Louis Gardet, qui venait de sortir un livre sur l'islam, et on a été invité l'Arbe de Marlatrous, et le Hajjala, qui sont des érudits, et on s'est retrouvé avec Louis Gardet. Eh bien, après une discussion, ils ont tous les deux été d'accord pour dire un musulman et un bon musulman n'aurait pas dit autant de bien de l'islam. Merci beaucoup, Salah Benroubi. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de l'UGMA et ancien diplomate. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Monsieur professeur Mogal, très rapidement, comment lutter contre l'islamophobie, l'arabophobie et toutes ces formes donc, de racisme et de discours de haine qui menacent l'équilibre de beaucoup de sociétés occidentales qui prônent justement eux-mêmes la tolérance, la démocratie, la laïcité? Le moyen à privilégier, à mon avis, aujourd'hui, c'est
la médiatisation. C'est le travail de production de tables rondes, c'est le travail de production de films, de documents pour éclairer les gens. Il faudrait une production de masse importante et en même temps de qualité et qui pose les problèmes de manière véritablement objective, scientifique, avec surtout beaucoup de sérénité. Et sur un fond fondamentalement humaniste et de tolérance, quoi. Merci beaucoup, professeur Mohamed Lakhdar Moughal. Je rappelle que vous êtes penseur, écrivain, vous avez bien pensé en tout cas aujourd'hui. Vous êtes écrivain, sociologue et professeur universitaire. Merci pour toutes ces précisions. Merci également à vous, monsieur Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation Islam de France. Merci pour toutes ces précisions également. Merci beaucoup, monsieur Bencheikh. Dites-moi merci, comme ça on conclut. Ça fait bien. Merci à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi, même heure, pour un nouveau décryptage. Bonne soirée.